Bonsoir et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, je vais continuer la lecture que faisait Ursula du roman de Casanova, L'histoire de ma vie. Alors ce même Casanova qui disait à trop respecter une fille, on risque de la perdre. Donc je reprends à la page 140 de ce charmant monsieur qui s'appelle Casanova. C'est l'histoire de sa vie et c'est parti. C'est, ma chère amie, le plus délicat de tous les sentiments de l'amour. Mais tu ne me rendras jamais parfaitement heureux que lorsque tu te détermineras à me loger ici. Ici pas, mais tu es le maître des avenues et des pavillons. Que n'en ai-je sans ? Nous avons passé le reste de la nuit en nous livrant à toutes les fureurs auxquelles nos désirs irrités nous excitaient. Et de ma part, consentant à toutes celles auxquelles c'était elle qui m'incitait, espérant toujours en vain de se trouver dédommagée de son abstinence. À la première lueur du jour, j'ai dû la quitter pour aller à Gouin. Et elle pleura de joie, voyant que je la quittais en conquérant. Elle croyait que cela n'était pas en nature. Après cette nuit si opulente en délices, 10 à 12 jours s'écoulèrent sans que nous pussions trouver le temps d'éteindre la moindre étincelle du feu qui nous brûlait, lorsqu'il arriva le fatal accident qui me précipita. MF, après souper et après le départ de MDR, alors pour info, MDR, c'est pas mort de rire, c'est MF, c'est donc Vincenzo Foscarini, et MDR, c'est Giacomo d'Ariva. Donc MF, après souper et après le départ de MDR, dit à sa femme en ma présence qu'après avoir écrit 2 petites lettres, il irait coucher avec elle. À peine sortie, elle s'assied sur le pied du lit, elle me regarde, je tombe entre ses bras brûlants d'amour, elle se livre, elle me laisse pénétrer dans le sanctuaire, et mon âme enfin nage dans le bonheur. Mais elle ne me garde qu'un seul instant. Elle ne me laisse pas un seul moment l'inexplicable plaisir de me reconnaître en possession du trésor. Elle se retire soudain, me repoussant. Elle se relève et elle va se jeter d'un air éperdu sur un fauteuil. Immobile et étonnée, je la regarde en tremblant pour comprendre d'où ce mouvement contre nature pouvait dériver. Et je l'entends me dire, me regardant avec des yeux flamboyants d'amour, « Mon cher ami, nous allions nous perdre. » « Quoi perdre ? Vous m'avez tué. Hélas, je sens que je me meurs. Et vous ne me verrez peut-être plus. » Après ces paroles, je sors de sa chambre, puis de la maison, et je m'achemine à l'esplanade pour chercher l'air frais, me sentant positivement mourir. L'homme qui ne connaît pas, par expérience, la cruauté d'un moment pareil ne peut pas se la figurer. Et je ne saurais en faire la description. Dans le trouble affreux où j'étais, je m'entends appeler d'une fenêtre. Je réponds, je m'approche, et au beau clair de lune, je vois sur son balcon Meloula. « Que faites-vous là ?» lui dis-je à cette heure. « Je suis seule et je n'ai pas envie d'aller me coucher. Montez donc un instant. » Cette Meloula était une courtisane xantiote qui, par sa beauté extraordinaire, enchantait depuis 4 mois tout Corfou. Tous ceux qui l'avaient vue célébraient ses charmes. On ne parlait que d'elle. Je l'avais vue plusieurs fois. Et quoique belle, je l'aurais trouvée inférieure à Madame F, quand même je n'en aurais pas été amoureux. Dans l'année 1790, à Dresde, j'ai vu une femme qui me parut le vrai portrait de Meloula. Elle s'appelait Magnus. 2 ou 3 ans après, elle est morte. Elle me conduit dans un cabinet voluptueux où, après m'avoir reproché que j'étais le seul qui n'était jamais allé la voir, le seul qui l'avait méprisée et le seul qu'elle aurait voulu avoir pour ami, elle me dit qu'elle me tenait, que je ne lui échapperais pas et qu'elle allait se venger. Ma froideur ne la démonte pas. Docte dans son métier, elle m'étale ses charmes, elle s'empare de moi et comme un lâche, je me laisse entraîner dans le précipice. Ses beautés étaient 100 fois au-dessus de celles que possédait la divine femme que j'outrageais. Mais l'indigne que l'enfer avait placé là, pour accomplir à ma noire destinée, me livra assaut dans un moment où ce qui venait de m'arriver ne me permettrait plus d'être mon maître.
Ce ne fut ni amour, ni imagination, ni mérite de l'objet qui n'était certainement pas digne de me posséder, qui me fait prévariquer. Mais indolence, faiblesse et condescendance dans un moment où mon ange m'avait déplu par un caprice qui, si je n'avais pas été un scélérat indigne d'elle, aurait dû m'en rendre doublement amoureux. Mais Lula, sûre de m'avoir plu, me laissa partir 2 heures après, refusant absolument les monnaies d'or que j'avais voulu lui laisser. Je suis allée me coucher, la détestant et me haïssant. Après avoir passé 4 heures à mal dormir, je m'habille et vais chez monsieur qui m'avait fait appeler. Je m'acquitte de sa commission, je retourne à la maison, j'entre chez madame, je la vois à sa toilette et je lui donne le bonjour dans le miroir. Je vois sur sa figure la gaieté et le calme de la candeur et de l'innocence. Ses beaux yeux rencontrent les miens et je vois tout d'un coup sa céleste physionomie obscurcie par un nuage de tristesse. Elle baisse ses paupières, elle ne dit rien. Un moment après, elle les relève et elle me fixe, comme pour me reconnaître et lire dans mon âme. Elle s'abandonne après au silence, qu'elle ne rompt que d'abord qu'elle se trouve seule avec moi. Point de fiction, mon cher ami, ni de ma part, ni de la vôtre. Je suis restée affligée hier au soir quand vous êtes parti, car j'ai compris que ce que j'avais fait pouvait opérer sur le tempérament d'un homme un bouleversement dangereux. Aussi me suis-je déterminée pour l'avenir à ne rien faire que bien. Je me suis figuré que vous alliez prendre l'air et je ne vous ai pas condamné. Pour m'en assurer, je suis allée à la fenêtre et je me suis tenue 1 heure entière sans jamais voir de lumière dans votre chambre. Monsieur étant venu, j'ai dû aller me coucher avec le chagrin d'être certaine que vous n'étiez pas chez vous. Fâchée de ce que j'avais fait et toujours amoureuse, je n'ai dormi que peu et mal. Ce matin, monsieur ordonna à un bas officier de vous dire qu'il avait besoin de vous parler et je l'ai entendu lui répondre que vous dormiez parce que vous étiez rentré tard. Je ne suis pas jalouse, car je sais que vous ne seriez aimé que moi. Ce matin, dans le moment que, pensant à vous, je me disposais à vous faire connaître mon repentir, je vous entends entrer chez moi, je vous regarde, et en vérité, il me semble de voir un autre homme. Je vous examine encore, et mon âme, malgré moi, lit sur votre figure que vous êtes coupable pour m'avoir, je ne sais pas de quelle façon, offensé et outragé. Dites-moi actuellement, mon cher ami, si j'ai bien lu. Dites-moi, au nom de l'amour, la vérité. Et si vous m'avez trahi, dites-le-moi sans détour. En devoir de me reconnaître pour cause de tout, c'est à moi que je ne pardonnerai pas. Mais pour vous, vous êtes sûr de votre pardon. De toute ma vie, je me suis trouvée souvent dans la dure nécessité de dire quelques mensonges aux femmes que j'aimais. Mais pouvais-je, après ce discours, avoir une âme honnête et mentir à cet ange? J'ai pu si peu lui mentir que, surpris par le sentiment, je n'ai pu lui répondre qu'après avoir essuyé mes larmes. Mon cher ami, tu pleures. Dis-moi vite si tu m'as rendue malheureuse. Quelle noire vengeance as-tu pu exécuter contre moi tout à fait incapable de t'offenser? Je ne peux t'avoir causé du chagrin que dans l'innocence de mon cœur amoureux. Je n'ai pas pensé à me venger car mon cœur n'a jamais cessé de vous adorer. C'est contre moi que ma lâcheté m'a entraînée à commettre un crime qui me rend indigne de vos bontés pour tout le reste de ma vie. Tu t'es donné à quelque malheureuse. J'ai passé 2 heures dans une débauche où mon âme ne s'est trouvée que pour être témoin de ma tristesse, de mes remords et de mon tort. Triste et accablée de remords, je le crois. C'est ma faute, mon cher ami, c'est moi qui dois t'en demander pardon. Voyant ces larmes, je n'ai pu plus retenir aux miennes le libre cours. Âme grande, âme divine faite pour rendre juste le plus scélérat de tous les hommes. Ayant la force de se trouver seule coupable, elle me mit en devoir d'employer tout mon esprit à la convaincre que cela ne serait jamais arrivé si elle eût trouvé en moi un homme réellement digne de sa tendresse. Et c'était vrai.
Nous passâmes la journée tranquillement, renfermant dans nos cœurs toute notre tristesse. Elle voulut savoir toutes les circonstances de la pitoyable histoire. Et elle m'a assuré que nous devions tous les deux regarder cet incident comme fatal, car cela, dit-elle, serait arrivé de même à l'homme le plus sage. Ne me trouvant qu'à plaindre, elle ne me devait pas pour cela m'aimer moins. Nous étions sûrs que nous saisirions le premier moment pour nous renouveler les marques de la même tendresse. Mais le ciel, souvent juste, ne l'a pas permis. Il m'avait condamnée et je devais en subir la punition. Le 3e jour, sortant de mon lit, je sens quelque chose qui m'incommode, une cuisson. Je tremble, m'imaginant ce que cela pouvait être. Je veux m'éclaircir et je reste pétrifiée, me voyant infectée du poison de Meloula. Les bras me tombent. Je me recouche pour me livrer à des réflexions désolantes. Mais quelle ne fut pas ma frayeur lorsque j'ai réfléchi au malheur qui aurait pu m'arriver la veille. Que serais-je devenue si Madame F, pour me convaincre de sa constante tendresse, m'eût entièrement accordé ses faveurs? Qu'aurais-je fait après l'avoir rendue malheureuse pour tout le reste de ses jours? Celui qui aurait su mon histoire aurait-il pu me condamner si je ne m'étais délivrée de mes remords par une mort volontaire? Non, car un penseur ne m'aurait pas considéré comme un malheureux qui se tue par désespoir, mais comme un juste exécuteur de la peine que mon crime aurait méritée. Il est certain que je me serais tuée. Plongée dans le chagrin, victime de cette peste pour la 4e fois, je me disposais à un régime qui, en 6 semaines, m'aurait rendu ma santé sans que personne le sût. Mais je me trompais encore. Meloula m'avait communiqué tous les désastres de son enfer et en 8 jours, j'en ai vu tous les pitoyables symptômes. J'eus pour lors besoin de me confier à un vieux docteur qui, plein d'expérience, m'assura qu'il me guérirait en 2 mois et il me tint parole. Je me suis trouvée en très bonne santé au commencement de septembre, temps dans lequel je suis retournée à Venise. La première chose à laquelle je me suis déterminée fut d'informer de mon malheur Madame F. Je ne devais pas attendre le moment dans lequel ma confession lui aurait reproché imprudence et faiblesse. Je ne devais pas lui donner motif de réfléchir que la passion qu'elle avait conçue pour moi l'exposait à des dangers si atroces, et de quelque façon elle aurait pu lui devenir funeste. Sa tendresse m'était trop chère pour m'exposer au risque de la perdre, faute de confiance en elle. Connaissant son esprit, la candeur de son âme et la générosité avec laquelle elle ne m'avait trouvé qu'à plaindre, je devais au moins, par ma sincérité, lui faire voir que je méritais son estime. Je lui ai donc fait la narration exacte de l'état où je me trouvais, lui peignant celui de mon âme, quand je pensais aux affreuses conséquences que notre tendresse aurait eues si nous nous fussions livrés à des transports amoureux depuis que je lui avais confessé mon crime. Je l'ai vu frissonner à cette réflexion, je l'ai vu pâlir et frémir, après lorsque je lui ai dit que je l'aurais vengée me donnant la mort. Durant ma narration, elle ne faisait qu'appeler scélérate l'infâme Meloula. Tout Corfou savait que je lui avais fait une visite et on s'étonnait de me voir en apparence d'homme qui se portait bien, car le nombre de jeunes gens qu'elle avait traités comme moi n'était pas petit. Mais outre ma maladie, j'avais plusieurs autres chagrins. C'était décidé que je retournerais à Venise en enseigne comme j'en étais partie. Le provideur général m'avait manqué de parole parce que l'on m'avait préféré, à Venise même, un bâtard d'un praticien. Je me suis alors déterminée à quitter le service. Un autre, encore plus fort chagrin me venait d'un total abandon de la fortune. Pour tempérer mes ennuis, je me suis donnée au jeu et je perdais tous les jours. Depuis le moment que j'ai eu la lâcheté de me donner à Meloula, toutes les malédictions sont venues m'accabler. La dernière, cependant, que j'ai reçue comme un coup de grâce, fut que 8 à 10 jours avant le départ de toute l'armée, MDR
me reprit avec lui. MF avait dû se pourvoir d'un nouvel adjudant. Madame F me dit avec un air d'affliction qu'à Venise, nous ne pourrions pas nous voir par plusieurs raisons. Je l'ai prié de ne pas me le dire, étant sûre de ne pouvoir les trouver que mortifiantes. Je lui ai vu l'âme d'un jour qu'elle me dit que je lui faisais pitié. Elle ne pouvait avoir ce sentiment que ne m'aimant plus. Et d'ailleurs, le mépris ne manque jamais de se trouver à la suite du triste sentiment de la pitié. Depuis ce moment-là, je ne me suis plus trouvée seule avec elle. L'aimant encore, je l'aurais facilement fait rougir, lui reprochant la trop grande facilité avec laquelle elle était guérie de sa passion. À peine arrivée à Venise, elle devint amoureuse de MFR. Elle l'aima constamment jusqu'à ce qu'il mourût d'une fistille. Elle devint aveugle 25 ans après, et je crois qu'elle vit encore. Nous passons maintenant au chapitre d'Henriette. Le lendemain, à la pointe du jour, je me réveille à un tapage extraordinaire qu'on faisait dans la salle et presque à la porte de ma chambre. 1 minute après, j'entends le bruit dans la chambre contiguë à la mienne. Je sors du lit et j'ouvre vite ma porte pour voir ce que c'était. Je vois une bande de sbires à la porte ouverte de la chambre et je vois dans la chambre un homme de bonne mine, au lit, sur son séant, qui criait en latin contre cette canaille-là et contre l'hôte qui était là et qui avait osé leur ouvrir la porte. Je demande à l'hôte de quoi il s'agit. Ce monsieur, me répond-il, qui apparemment ne parle que latin, est couché avec une fille et les archers de l'évêque sont venus pour savoir si c'était sa femme. C'est tout simple. Si elle l'est, il n'a qu'à les convaincre par quelques certificats et tout sera dit. Mais si elle ne l'est pas, il faut bien qu'il se contente d'aller en prison avec la fille. Mais cela ne lui arrivera pas car je m'engage d'accommoder l'affaire à l'amiable moyennant 2 ou 3 sequins. Je parlerai à leur chef et tous ces gens-là s'en iront. Si vous parlez latin, entrez et faites-lui entendre raison. Qui a forcé la porte de la chambre ? On ne l'a pas forcée, c'est moi qui l'ai ouverte, c'est mon devoir. C'est un devoir de voleur de grand chemin. Surpris de cette infamie, et je ne peux pas m'abstenir de m'en mêler, j'entre et je conte à l'homme en bonnet de nuit toutes les circonstances de cette tracasserie. Il me répond en riant que premièrement, on ne pouvait pas savoir que la personne qui couchait avec lui était une fille, car on ne l'avait vue qu'habillée en homme. Et qu'en second lieu, il croyait que personne au monde n'avait le droit de l'obliger à rendre compte si c'était sa femme ou sa maîtresse, supposant que l'être qui couchait avec lui fût effectivement une femme. D'ailleurs, me dit-il, je suis déterminé à ne pas débourser un seul paul pour finir cette affaire et à ne sortir du lit que lorsque l'on aura fermé ma porte. D'abord que je me serai habillée, je vous ferai voir un joli dénouement de cette pièce. Je chasserai tous ces marauds à coups de sabre. Je vois alors, dans un coin de la chambre, un sabre et un habit hongrois qui avait l'apparence d'uniforme. Je lui demande s'il était officier. Et il me répond qu'il avait écrit son nom et sa qualité sur le livre de consignes de l'hôte. Tout étonné de l'extravagance de ce fait, j'interroge l'hôte qui me répond que c'était vrai, mais que cela n'empêchait pas que le fort ecclésiastique n'eut le droit de surveiller tout scandale. « L'affront que vous venez de faire, lui dis-je, à cet officier vous coûtera cher. » À cette menace, il me rit au nez. Très piqué de me voir ainsi bafoué par cette canaille, je demande à l'officier s'il avait le courage de me confier son passeport. Il me dit qu'en ayant 2, il pouvait fort bien m'en confier un, et disant cela, il le tire d'un portefeuille et me le donne à lire. Il était du cardinal Albani. Je vois le nom de l'officier et sa qualité de capitaine dans un régiment hongrois de l'impératrice reine, et il me dit qu'il venait de Rome, qu'il allait à Parme pour remettre à M. Dutillot, Premier ministre de l'Infant, duc de Parme, un paquet
que lui avait confié le cardinal Albani Alexandre. Dans le moment, un homme entre dans la chambre, me priant de dire en latin à ce monsieur qu'il voulait partir dans l'instant, qu'il n'avait pas le temps d'attendre, qu'il n'avait donc qu'à s'accommoder bien vite avec les archers ou le payer. C'était le voiturier. Voyant alors le complot évident, j'ai prié l'officier de m'abandonner toute cette affaire, l'assurant que je l'en tirerais avec honneur. Il me dit de faire tout ce que je voulais. J'ai dit au voiturier qu'il n'avait qu'à montrer la malle de monsieur et qu'il recevrait son argent. Il monta la malle et il reçut 8 séquins de mes mains dont il fit quittance à l'officier qui ne parlait qu'allemand, hongrois et latin. Le voiturier partit d'abord et les sbires aussi, tous consternés, excepté 2 qui restèrent dans la salle. J'ai alors conseillé l'officier de ne pas sortir de son lit jusqu'à mon retour. Je lui ai dit que j'allais parler à l'évêque pour lui faire savoir qu'il lui devait une très ample satisfaction. Et il n'en douta pas quand je lui ai dit que le général Spada était à Céséna. Il me répondit qu'il le connaissait et que s'il avait su qu'il était là, il aurait brûlé la cervelle à l'hôte qui avait ouvert aux sbires la porte de sa chambre. Je me suis vite habillée en redingote et sans défaire mes papillotes, je suis allée à l'évêché et faisant tapage, je me suis fait conduire à la chambre de l'évêque. Un laquais me dit qu'il était encore au lit, mais n'ayant pas le temps d'attendre, j'entre et je conte au prélat toute l'histoire, m'écriant sur l'iniquité d'un pareil procédé et frondant une police qui violait le droit des nations. Il ne me répond pas. Il appelle et il ordonne qu'on me conduise à la chambre du chancelier. Je répète à celui-ci le fait, lui parlant hors des dents et me servant d'un style fait pour irriter et non pas pour obtenir des grâces. Je menace. Je dis que si j'étais l'officier, j'exigerais une satisfaction éclatante. Le prêtre sourit et après m'avoir demandé si j'avais la fièvre jaune, il me dit d'aller parler au chef des sbires. Enchanté de l'avoir aigri et d'avoir réduit l'affaire au point que la seule autorité du général Spada pouvait et devait la finir tout à l'honneur de l'officier insulté et à la confusion de l'évêque, je vais chez le général. On me dit qu'il n'était visible qu'à 8 heures et je retourne à l'auberge. Le feu avec lequel j'avais pris cette affaire paraissait venir de l'honnêteté de mon âme, qui ne pouvait pas souffrir qu'on traitât ainsi un étranger. Et ce qui me rendait ardent était un motif beaucoup plus fort. Je m'imaginais, fort aimable, la fille qui était couchée près de lui, et il me tardait de voir sa figure. La honte ne lui avait jamais permis de mettre sa tête dehors. Elle m'avait entendu et j'étais sûre de lui avoir plu. La porte de la chambre étant toujours ouverte, j'entre et je rends compte à l'officier de tout ce que j'avais fait, l'assurant que dans la journée même, il serait le maître de partir aux dépens de l'évêque après avoir reçu une pleine satisfaction que le général lui ferait donner. Je lui dis que je ne pouvais le voir qu'à 8 heures. Il me témoigne sa reconnaissance, il me dit qu'il ne partirait que le lendemain et il me compte les 8 séquins que j'avais donnés au voiturier. Je lui demande de quel pays était son compagnon de voyage et il me dit qu'il était français et qu'il n'entendait autre langue que la sienne. Vous parlez donc français? Pas un mot. C'est plaisant. Vous ne parlez donc jamais ensemble que par des gestes? Précisément. C'est le moment pour moi de vous quitter. Je vous retrouve pour la suite de cette lecture sur Henriette, sur l'histoire de ma vie de Casanova. Je vous dis à tout de suite dans Voyage au bout de la nuit.